Cher Philippe, alors Planète Positive a souhaité t'inviter parce que tu fais partie de ces grandes figures de la science et de la conscience qui incarnent le savoir marié à la simplicité. Et nous, on aime les gens simples et en même temps qui sont riches de cœur et d'esprit. Tu ne m'as pas demandé d'écran, ni de projecteur, ni de tapis rouge, ni de suite à l'hôtel, mais juste un micro pour ton cerveau. Pourtant, tu pourrais prétendre à tout cela avec ton parcours étoilé. Alors, j'en ai retenu que quelques-uns parce que sinon, on y passerait la soirée. Mais donc, tu es docteur en chimie et physique, biologiste, anthropologue, psychanalyste adlérien. Tu es également membre de moultes académies suisses et internationales. Tu diriges aussi une équipe de biophysique au laboratoire de bioinformatique et biotechnologie en France. Et tu es conférencier sur l'environnement, l'écologie, les médecines alternatives et la physique quantique, etc., etc. Mais je crois que notre public ici te connaît bien et on va leur épargner tout ton cursus. Tu as fait plusieurs immersions auprès des peuples premiers qui t'ont initié au dépassement de l'intellect pour voyager dans les temps et dans la magie. Au cœur de ces peuples, tu dis qu'on ne cherche pas à contrôler, mais à faire confiance. Là-bas, on soigne la schizophrénie, par exemple, comme des messages qui viennent du monde invisible, pas comme des bouffées délirantes. Ce qui compte dans la guérison, c'est l'efficacité symbolique, dis-tu. Au fameux « je pense donc je suis », tu préfères le « je ressens donc je suis ». Tu affirmes que lorsque l'émotion est liée au sacré, nous pouvons retrouver notre état premier. Dans son besoin de contrôle absolutiste, le peuple occidental a du mal à atteindre d'autres dimensions, mais heureusement, les crises apparaissent pour permettre l'éveil de la conscience et l'épuration de nos âmes. Alors, c'est bien pour cela, cher Philippe, que nous t'avons fait venir ce soir à la rencontre de ce public qui a peut-être envie de se sentir plus léger et pourquoi pas, grâce à la reconnexion avec notre double cantine. Voilà. Ceci étant dit, je te remercie de ta patience, je te remercie de la vôtre, et puis à toi l'honneur, et encore merci d'être avec nous ce soir. Alors, merci à Planète Positive de m'accueillir et à Isabelle d'avoir œuvré pour que cet atelier, cette conférence se fasse avec beaucoup d'énergie et d'efficacité. Alors, effectivement, on a, à travers les titres qui ont été donnés des prochaines conférences, on voit bien que l'Occident, on a même parlé d'occidentalisme, s'est empêtré dans le matériel. Voilà, le matérialisme, tout va. On s'est roulé dans le matériel. Et effectivement, quand on voyage, notamment auprès des peuples traditionnels, on s'aperçoit qu'ils ont une autre vision du monde, une autre conception de la vie. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer à travers cette notion de double qui a traversé l'histoire de l'humanité. Alors, il y aura une partie, on va dire, un peu historique, philosophique, et puis une partie un peu scientifique. Et puis, les gens qui voudront appliquer, aller plus loin sur ce concept de double, il y a un atelier qui suivra. Alors, aussi loin qu'on voyage dans le temps, il y a toujours eu ce concept de double. Je vais partir de l'Égypte antique. Il y avait le concept de cas. Le cas, c'était le double. Chaque Égyptien était dédoublé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une autre partie de lui qui n'était pas exactement ce qu'il était dans notre monde incarné, mais il formait un partenariat. Et donc, vous savez que chaque dignitaire ou dignitaire de l'Égypte antique avait un livre
le livre des morts égyptiens. Et il y avait des parties qui étaient communes à tous ces hauts dignitaires, et puis des parties spécifiques. On rendait hommage à un grand serviteur de la civilisation égyptienne. Et il y a une phrase clé qu'on retrouve dans pratiquement tous les livres des morts égyptiens, c'est celle-ci: le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés, l'un par rapport à l'autre. Donc le 1, l'unité, donne le 2. Et ce 2 forme un partenariat avec la partie incarnée. Donc vous voyez, si on commence à réfléchir, on se dit comment on pourrait traduire ça dans un langage plus moderne. Nous vivons dans un monde incarné, ça veut dire que nous sommes dans un espace-temps. Donc un espace, l'espace de l'incarnation, associé à un temps. Et puis, ce partenaire, ce double, ce cas, selon l'Égypte antique, lui, il vit dans un autre espace-temps, qui n'est pas le même que celui qui autorise l'incarnation, mais qui est connecté à l'espace-temps de l'incarnation. Alors, ça m'amène à introduire, parce que quand on lit des textes traditionnels, sacrés, souvent on ne se pose pas la question, mais comment ils concevaient le temps? Depuis l'aventure occidentale, ça a commencé avec le christianisme, on a considéré que le temps, on verra, on fera une petite intrusion dans la philosophie, mais c'est très difficile de définir le temps. Il nous impacte. Il y a des fois, les miroirs devraient réfléchir avant de réfléchir. Mais le définir rigoureusement, c'est quelque chose qui passe, mais qu'est-ce qui passe? On reviendra là-dessus. Mais en tous les cas, on peut très bien envisager qu'il existe non pas un temps unique, unidirectionnel, représenté par une droite, mais des temps. Comment on peut passer d'un temps à des temps? Tout simplement en considérant qu'il y a un écoulement. D'ailleurs, le premier à avoir mathématisé le temps, c'est le grand Isaac Newton, qui nous dit que le temps, selon lui, est une grandeur vraie, absolue, mathématique, sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur et qui, de par sa nature, coule uniformément. Revenez ça, c'est quelque chose, on ne sait pas trop, fait d'instants, de secondes, de fractions de secondes, d'heures, de dizaines d'années, de milliers d'années, de millions d'années, mais le paramètre important, c'est que ça s'écoule régulièrement, sans accélération ni décélération. Alors, je vous propose, au stade de cette conférence, d'envisager au moins, par hypothèse, qu'il pourrait exister des temps qui s'écouleraient plus lentement ou plus rapidement que le temps qui offre l'incarnation. C'est un concept intéressant que vous pouvez aisément emprunter au moins le temps de cette conférence. Donc, on pourrait se dire que nous vivons dans un espace-temps qui offre l'incarnation, donc incarnation, carne, c'est-à-dire qu'on est dans un monde matériel, mais à ce monde matériel est couplé un autre espace-temps où le temps s'écoulerait différemment. Et donc ça devient intéressant parce qu'on rejoint plein de traditions spirituelles où finalement on aurait un être incarné et puis associé à cet être incarné, dans cet autre espace-temps associé à l'espace-temps de l'incarnation, eh bien on aurait un être informationnel. À ce moment-là, ça devient assez intéressant parce que quand vous avez des temps qui s'écoulent à des vitesses différentes, ici on considère 2 temps, on peut très bien considérer qu'il y en a un qui est la cause et l'autre qui est l'effet. Et si l'espace-temps qui s'écoule différemment du temps de l'incarnation, plus lentement, eh bien, le fait que le temps s'écoule plus lentement n'autorise pas l'incarnation. Mais ce temps qui n'autorise pas l'incarnation est couplé à l'espace-temps qui autorise l'incarnation. À ce moment-là, vous avez un être incarné, et à cet être incarné est associé un autre être qui, lui, est informationnel, vibratoire, lumineux. Mais comme le temps s'écoule différemment, eh bien, il a une autre expérience que nous. Et
Cette conception, vous la retrouvez également dans la Grèce antique, où on va prendre un auteur bien connu, Platon, qui dit « entre l'être indivisible et qui reste toujours le même, le seul être qui ne soit pas divisible, c'est le divin ». Il mélangea l'être divisible dans les corps, et à partir du mélange des deux premiers, il forma une troisième forme d'être. C'est-à-dire qu'il envisage que chacun a un partenaire de vie et que l'ensemble forme une entité. On n'est pas dans la séparation, c'est simultané. Et cette vision, vous la retrouvez également chez les peuples traditionnels, où vous avez un monde visible et un monde invisible. Et donc, dans le monde invisible, vous trouvez une sorte de représentant informationnel ou immatériel de tout objet inerte ou vivant. Et c'est espace-temps, on va dire invisible, est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Alors, c'est intéressant parce que dans le débat, où il y en a qui considèrent que je ne vais pas rentrer sur les causes du réchauffement climatique, y a-t-il un réchauffement climatique, une dérégulation climatique, est-ce que le carbone est impliqué directement ou encore c'est une astuce pour avoir un contrôle? Les peuples traditionnels considèrent que le monde invisible, c'est un espace de potentialité. Et que si ce monde invisible est la cause de ce que nous vivons ici et qu'on le dépollue, et ils ont des moyens de les dépolluer, ça se fait par des danses, des rituels, etc., il n'y a aucune raison ici qu'il y ait une catastrophe écologique. La catastrophe écologique n'est que le reflet d'une catastrophe spirituelle. Et en particulier, l'Occident a coupé chaque être matériel de sa dimension spirituelle. Et donc l'être immatériel n'est plus présent. Donc vous commencez à comprendre que progressivement, on est rentré dans un hypermatérialisme où la dimension informationnelle, spirituelle, l'autre espace-temps a disparu purement et simplement. Donc seul compte ce qui est incarné, ce qui est matériel, ce qui est vérifiable, objectivable, et tous les autres dimensions sont considérées comme spéculatives. Alors oui, au fur et à mesure de la conférence, on va essayer de rendre ça cohérent. J'ai fait une petite intrusion dans le monde des peuples traditionnels. Donc, j'avais développé un modèle, puisque dans mes casquettes, je suis physicien, et puis je me suis dit, je vais le tester auprès des peuples traditionnels. Différents peuples, pas qu'un peuple, et ça a toujours marché. Alors évidemment, ces peuples traditionnels n'ont pas d'équation, ce sont pas des physiciens, mais par contre, ils ont compris qu'il y a toujours un monde connecté à un autre monde. Et ils le disent, ils résument ça, c'est plutôt les anthropologues occidentaux qui ont résumé ça, le monde visible, le monde de la réalité ordinaire, et à ce monde de la réalité ordinaire est associé un autre monde qu'on pourrait appeler le monde de la réalité non ordinaire. Alors on peut appeler le monde de l'incarnation le monde visible, le monde non incarné le monde invisible, le monde profane pour le monde incarné ou le monde sacré pour ce monde invisible, mais ça reste toujours cette modélisation. Et c'est presque un invariant qu'on retrouve chez tous les peuples traditionnels et presque toutes les civilisations traditionnelles. En Afrique, il y avait un culte du cordon ombilical et du placenta, et c'était considéré comme un double. Une petite anecdote, à une époque, je travaillais sur le sida pour essayer de trouver des remèdes, et un jour, j'étais dans un congrès de physique, et dans une autre salle, il y avait un congrès des peuples africains qui travaillaient eux aussi pour combattre la maladie. Et donc je rencontre un ministre de la Santé et je lui parle de ce projet, et il me dit je vais demander à mon président, c'était un Camerounais. Et le lendemain, je lui dis alors, c'est bon. Je lui dis vous l'avez contacté? Il me dit non, on rêve. C'était fait dès le départ. Alors, on va faire un petit peu une intrusion dans le monde grec, on continue. Pour Platon, il y a un temps qui ne s'écoule pas, c'est le temps du divin.
c'est le temps éternel, il appelle ça le monde archétypal, ou le monde de l'esprit, le nous. Et il existe des temps qui vont s'écouler à des... merci. Voilà. À des vitesses différentes. Et nous sommes, nous, dans un monde qui est soumis à l'écoulement du temps. Et l'information est parfaite et pure dans le monde archétypal puisqu'elle n'est pas dérangée par un écoulement du temps. Mais dès que cette information s'incarne, le fait d'être soumis à un écoulement du temps va entraîner des perturbations. Et donc Platon définit ainsi le temps. Le temps, c'est cet espace mobile de l'immobile éternité. C'est-à-dire qu'en gros, le temps est le reflet du passage d'un monde archétypal où rien ne s'écoule, tout est parfait, mais c'est pas incarné, dans le monde de l'incarnation. Alors cette notion, vous la retrouvez chez beaucoup de peuples traditionnels, notamment les Indiens amérindiens ou Técos qui vivent en Guyane, la Guyane française, qui sont issus d'une famille linguistique qu'on appelle les Tupi-Guarani. Et ils disent qu'à notre mort, on arrive dans un monde qu'ils appellent la terre sans mal. Alors il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Le monde sans écoulement du temps est quand même allégé de pas mal de nos petits maux, à nous, pauvres êtres incarnés, mais le prix à payer, c'est qu'on s'embête. Ah oui, parce que pourquoi on fait l'expérience de l'incarnation? Pour vivre des émotions. Et donc, on voit bien que s'il n'y avait pas ça, évidemment, le monde serait parfait, merveilleux, mais on n'aurait pas d'émotions. Et on s'ennuierait. Donc, voilà. Alors, pour les Grecs de l'Antiquité, il y a à l'extrême le monde du divin dont tout est issu, où le temps ne s'écoule pas, qu'ils appellent le monde des idées, ou le nous, encore appelé monde archétypal. En grec ancien, arché, ça veut dire la connaissance première. Et puis, nous vivons dans un monde où le temps s'écoule. Et donc, le passage d'un temps qui ne s'écoule pas, si je puis dire, à un temps qui s'écoule, entraîne des déformations, des dégradations. Et donc, c'est le prix à payer de l'incarnation. D'où l'expression de Platon, le temps, c'est image mobile de l'immobile éternité. Je pourrais dire, le temps, c'est image mobile, pas le reflet de l'immobile éternité, pas le reflet parce qu'il y a eu une dégradation du fait de l'écoulement du temps. Alors c'est pareil chez les Dogons du Mali ou les Bambara, il y a un culte du cordon ombilical, du placenta, il y a toujours un double. Et chez les Dogons, on considère que chaque Dogon est lié à Ama, le dieu premier, celui qui est à l'origine du monde, et chacun est lié par le cordon ombilical qui lui a permis de pouvoir se développer au placenta d'Ama. Donc c'est assez joli de voir, mais il y a cette notion de lien entre le monde divin et le monde invisible, si je puis dire, le monde incarné et le monde invisible. Alors, vous voyez qu'on progresse un petit peu, et puis, si on fait une petite intrusion dans l'histoire du temps, alors, vous voyez, parler du temps, c'est utiliser des métaphores. Alors, on peut dire que le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Qu'il est ce qui fait que tout se fait ou se défait. Qu'il est l'ordre des choses qui se succèdent. Qu'il est le devenir en train de devenir. Ou plus plaisamment, c'est la meilleure façon qu'a trouvé la nature pour empêcher que les choses ne s'écoulent d'un seul coup. Vous voyez? Mais toutes ces définitions contiennent déjà l'idée du temps, en tous les cas ses propriétés d'écoulement, et n'en constituent pas une véritable définition, mais plutôt des métaphores incapables de faire ressortir la véritable intégrité du temps. Et donc, il y a un véritable problème puisqu'on est dans le temps, et comment arriver à parler du temps en étant un être temporel? Voilà. C'est l'une des difficultés. Alors, un des grands penseurs du temps, c'est Saint Augustin. C'est le premier à avoir pensé, on va dire, le temps d'une façon plus rationnelle, plus fondamentale. Alors, il est à l'origine de cette notion de droite linéaire avec une flèche au bout. Et il avait une formule dans ses confessions, il dit la croix du Christ nous a fait sortir du labyrinthe circulaire des stoïciens.
Avant, on était dans un temps circulaire. Et si vous réfléchissez, le temps circulaire est embêtant pour une société comme la société occidentale parce que, imaginez un cercle. Si vous prenez, par exemple, à gauche un point, c'est un présent qui devient vite un passé. Mais tout le reste, c'est du futur. Donc, à un moment donné, le futur va repasser par le passé. Donc, il n'y a plus de progrès. Et c'est embêtant pour la société occidentale parce que on parle d'évolution historique. Alors, en l'état actuel de nos connaissances personnelles, est-ce qu'il existe un progrès en Occident? Vous voyez, vaste débat. Le temps est passé. Il y a, pour moi, on peut représenter si on change de représenter la droite, déjà, comment on sait qu'on est sur une droite? Il faudrait qu'on soit au-dessus de la droite pour savoir qu'on est sur une droite. Imaginez, bah oui, c'est un peu l'argument qu'avait donné Bergson en disant si vous tracez une droite, elle est supposée être faite d'une infinité de points. Bon, la droite est statique, mais le temps, le présent à peine arrivé disparaît pour donner un passé. Donc, ne serait-ce que définir une durée, si on réfléchit, c'est quelque chose d'intuitif, mais la définir rigoureusement, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est éphémère, c'est pas comme une droite. Donc, ce que reprochait Bergson à l'Occident, en tous les cas à la physique de son temps, c'est d'avoir spatialisé le temps. Et le temps est un parent pauvre de l'espace-temps parce que si vous prenez notre espace, il y a 3 dimensions, longueur, largeur et épaisseur. Et le temps, bah, c'est une dimension 0, c'est-à-dire que le point, c'est sans dimension, dimension 0. Une droite est faite d'une infinité de points, dimension 1. Pour faire un plan, il faut 2 droites, et pour faire un volume, il faut 3 droites. Donc le volume est associé à une dimension 3, le plan a une dimension 2, la droite a une dimension 1, et le temps a une dimension 0. Donc vous voyez que l'espace a une complexité dimensionnelle que n'a pas le temps. Et pourtant, c'est le paramètre le plus important. C'est le seul qu'on ne puisse pas fabriquer, qu'on ne puisse pas acheter, qu'on ne puisse pas thésauriser, qu'on ne puisse pas échanger. C'est le seul auquel tous on est soumis. Et j'appelle ça une prison à roulettes, parce que la seule façon d'en sortir, d'une certaine façon, c'est la mort, et on ne sait pas qu'est-ce qui fait avancer le temps. Par exemple, si on prend la métaphore du fleuve, donc Marc Aurèle disait « le temps est un fleuve plein d'événements ». C'est-à-dire vous associez le temps à un fleuve, mais un fleuve, il s'écoule parce que il y a un moteur. Le moteur, c'est la gravité. Il faut qu'il y ait entre l'amont et l'aval une petite différence de hauteur. C'est ça qui va faire couler. Puis pour que le fleuve coule, il faut qu'il y ait un lit du fleuve. Et pour le voir couler, il faut des berges. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, où est le lit du temps? Où sont les berges? Et quel est le moteur qui fait écouler le temps? Vous voyez qu'à un moment donné, c'est bien une prison à roulettes. On pourra tourner en rond pour essayer d'en donner des métaphores, mais elles resteront éternellement des métaphores. C'est une réelle difficulté. Et pourtant, le temps, c'est ce qui nous impacte le plus. Puisque quand on réfléchit, l'une des difficultés du temps, c'est qu'on ne peut pas se mettre en retrait par rapport à lui. On peut le mesurer, mais on ne peut pas l'observer s'écouler. Il nous affecte sans cesse. Nous sommes inexorablement dans le temps et c'est la difficulté de parler du temps en étant dans le temps. De même, tout neuroscientifique, aussi brillant soit-il, parlera du cerveau avec son cerveau. Donc comment peut-on, en tant qu'être humain, un problème logique, parler du cerveau en étant dans un cerveau humain? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une nécessité de se dissocier. Il faut qu'il y ait un méta-regard. C'est très difficile d'avoir ce méta-regard. Alors, la physique classique, avec Newton, a imposé une spatialisation du temps avec une flèche au bout. Ça veut dire qu'il y a un écoulement unidirectionnel. Le présent laisse la place au futur, et pour qu'il laisse la place au futur, il faut que le présent aille rejoindre le passé. Alors, y a-t-il un cimetière au passé? Est-ce que le passé est vraiment révolu?
Où va le passé? Voilà. Y a-t-il un réservoir à futur? Vous voyez, c'est des questions qui paraissent infantiles, mais elles ne sont pas du tout infantiles. Donc on est vraiment au b.a.-ba primaire du temps, quoi. Alors évidemment, si on réfléchit, il y a différentes catégories. Il y a ceux pour qui le temps, c'est ce que ma montre indique. Il est 2 heures, on va pas chercher plus loin. C'était un peu la conception de mon père, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Après, il y a les scientifiques qui vont donner au temps un symbole, le paramètre petit t, mais à quoi ça correspond? On sait que tout phénomène physique dépend du temps. S'il dépend pas du temps, il est statique, il est en équilibre, mais la plupart des phénomènes physiques dépendent du temps, il y a une évolution, mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Vous avez les philosophes qui vont donner des définitions plus sophistiquées les unes des autres. Hein. Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe, ce qui empêche que tout soit donné d'un seul coup. Voilà, quelques définitions, mais qui sont pas vraiment des définitions, parce que comme le dit très justement Pascal, le temps fait partie de ces mots primitifs qu'il est illusoire, voire impossible de définir, parce qu'il ne découle que d'eux-mêmes. C'est comme la vie. Donc, définir quelque chose qui est la propriété première, ça devient très très difficile. Donc, on peut tourner autour, donner des propriétés qui ne sont pas des définitions, mais voilà, on ressent. C'est une forme a priori de la connaissance, disait Kant. Et voilà, il y a un côté subjectif parce que tout le monde a fait l'expérience d'un temps très long ou d'un temps très court. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une petite fille qui m'avait donné une très jolie définition de ces différences entre un temps intense et un temps ennuyeux. Elle m'a dit, quand je suis sur les genoux de mon papy, le temps me paraît court, et quand je l'attends, le temps me paraît long. C'était une jolie définition et très juste. Alors, oui, les difficultés, c'est d'envisager non pas un temps, mais des temps, parce que assez rapidement, quand vous envisagez des temps, tout de suite, vous allez voir, il y a une sorte d'effroi ou de frisson ontologique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces autres temps? Et ça ouvre une porte énorme parce que ces autres temps sont peut-être le réservoir des potentialités. Et que finalement, l'histoire de l'humanité, c'est peut-être un formatage pour envisager que on n'a pas le choix de choisir la meilleure des potentialités. Vous voyez? Et les Américains ont même inventé un concept qui s'appelle la prophétie autoréalisée. C'est-à-dire que, à coup de médias, on vous fait rentrer dans la tête le futur qu'on veut voir se concrétiser. Alors les médias, le cinéma, etc., hein, c'est des moyens d'imposer dans l'imaginaire, l'inconscient, le conscient des gens. Et à partir de là, vous allez actualiser le futur correspondant. Alors actualiser le futur, ça voudrait dire que on aurait le choix. Et si notre double, puisque je vais le nommer ainsi, celui qui est notre partenaire de vie, était un trieur-routeur de temps, à ce moment-là, on aurait un partenaire de vie qui permettrait de changer le jeu de la vie sur Terre. Il pourrait tout à fait aller chercher le meilleur des potentialités, mais comment on s'y prend? Déjà, il faut admettre son existence, faut pas douter. Ensuite, il faut comprendre un minimum comment fonctionne le temps. Parce que un petit sondage, vous avez reçu combien d'heures de formation sur le temps, à part les philosophes? Ben non, il n'y a pas de formation. À partir du moment où on sait lire une montre, une horloge, on considère que ça y est, on a appris tout ce qu'il fallait apprendre. Or, ce que nous montre la physique, c'est que c'est loin d'être évident. Donc la physique classique nous modélise le temps comme une droite unidirectionnelle avec une flèche au bout. La physique quantique, la physique de l'infiniment petit, elle enlève la flèche. C'est-à-dire qu'on peut avoir un écoulement du présent vers le futur, mais également du futur vers le présent. Ça change beaucoup. Et quand on interroge une particule au présent, on peut changer son passé. Alors, on peut avoir une minute de silence pour les cosmologistes qui essayent de comprendre les débuts, les premiers instants du Big Bang, parce qu'en voulant comprendre comment ça s'est passé, ils changent les conditions.
Donc le mystère reste éternellement mystère. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre des modèles en défaut. Vous voyez, par exemple, vous avez des gens qui vont faire des NDE et ils vont voir le futur de leur vie ou de leurs proches bien plusieurs années avant que ça se passe. Donc c'est des mutants qui sortent du formatage du temps et qui sont en train de nous montrer que peut-être ce qu'on appelle un état de conscience ordinaire, c'est quand notre corps énergétique et notre corps matériel sont associés, couplés. Mais si à un moment donné, vous avez un découplage entre ce corps énergétique et votre corps matériel, eh ben, vous avez des états de conscience modifiés. C'est le cas des NDE, les expériences de mort imminente ou les expériences de mort partagée, ou des choses qui sont pas tellement étudiées par la médecine, c'est-à-dire des lucidités terminales. Alors, ça veut dire quoi, ce jargon? Vous avez des gens qui arrivent malheureusement à la fin de leur pathologie et ils retrouvent une lucidité, alors que si on prend par exemple la maladie d'Alzheimer, le cerveau a été détruit. Donc normalement, plus la maladie évolue, moins la personne a de conscience. Et ben, il y a certains patients qui retrouvent une lucidité alors que leur cerveau est supposé être détruit. Donc c'est bien quelque chose qui contredit un petit peu notre vision à la fois de la conscience et du temps. D'accord? Alors, vous allez comprendre peut-être une chose. Il y a une propriété en physique quantique qui fait que chaque objet, inerte ou vivant, aura toujours une double dimension. Onde et corpuscule, simultanément. Bah, vous échappez pas à la règle. Vous avez une dimension matérielle et une dimension vibratoire. Et cette dimension vibratoire, elle vous permet de contacter d'autres dimensions. Alors ça dépend comment elle est libérée, déployée ou pas, mais si à un moment donné vous arrivez peut-être à changer votre vision des choses, eh ben vous avez accès à d'autres dimensions par le biais de cette dimension vibratoire. Parce que on pourrait se dire, mais qu'est-ce que le double vient apporter par rapport aux anges gardiens, aux chérubins, si on est dans une angéologie catholique? Ben, tout simplement, cette partie informationnelle, c'est le lien, l'intermédiaire avec ces autres dimensions où on peut évidemment trouver des anges gardiens, des guides, etc. Mais vous ne pouvez y avoir accès que par cette dimension. Ce qui fait que cette propriété de la physique quantique qui a toujours interpellé les scientifiques, et pas les moindres, notamment Einstein, il disait 50 ans d'une intense réflexion laborieuse ne m'ont pas donné la réponse à la question pourquoi les quantas, et en particulier les propriétés associées aux quantas. Et il concluait, Pierre, Paul et Jacques pensent avoir la réponse à ça, mais ils sont dans l'erreur. Il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Ce qui nous échappe, c'est cette dimension vibratoire, c'est une porte ouverte vers d'autres dimensions. Et votre double est cet intermédiaire, ce trait d'union par rapport à ces autres dimensions. Maintenant, si vous commencez un petit peu, alors c'est ce qu'on appelle une tabula rasa au niveau métaphysique. On passe d'un temps à des temps. Je vous dis que vous êtes dédoublés. Donc vous avez un partenaire de vie qui est dans un espace-temps qui n'offre pas l'incarnation, mais qui est informationnel. Ça sert à quoi un double? Ça sert à trier les passés et les futurs potentiels. C'est-à-dire que quand on est incarné, on va actualiser, c'est-à-dire faire passer une information qui est à l'état potentiel. Alors, cette notion de potentialité, on l'a définit assez simplement en physique. Je tiens ce micro jusqu'à une certaine hauteur. Si je le lâche, je vous rassure, je le ferai pas, le micro va tomber. Donc, pour le maintenir à une certaine hauteur, je dépense de l'énergie. Mais si je lâche le micro, la gravitation va faire son effet et le micro va tomber. Donc, on l'appelle énergie potentielle. Tant que je n'ai pas lâché le micro, l'énergie est là potentiellement,
en suspens. Et puis finalement, quand je lâche le micro, bah, ça va tomber du fait de l'action de la gravitation. Bah, c'est la même chose pour le temps. Avant qu'un présent arrive et que je puisse dire je suis, eh ben, il y a eu un triage. Il y a eu un triage avec des passés potentiels et des futurs potentiels et qui vont être actualisés. Donc notre double est un trieur de ces futurs potentiels. Donc soit on ignore comment fonctionne cette mécanique et au lieu de choisir son futur, on le subit, soit on comprend comment ça fonctionne et à ce moment-là, bah, ça devient intéressant parce qu'au lieu d'avoir un futur imposé, c'est vous qui contrôlez. Alors on n'est pas dans une approche paranoïaque, hein, c'est pas un contrôle absolu, mais c'est un petit peu, faut comprendre comment ça fonctionne. Et d'une certaine façon, vous êtes dans les lois de l'univers, vous avez tout un lien qui vous permet d'être en relation avec des horizons supérieurs et divins, et donc il y a une espèce de protection aussi. Parce que dans une période où on a l'impression d'être complètement abandonné, fragilisé, insécurisé, bah, le fait d'avoir cette dimension spirituelle par votre dimension vibratoire et par votre double, bah, je pense que ça peut être une aide par rapport à ce que nous vivons. Et en plus, comme on a l'atout de pouvoir aller chercher le futur potentiel qui nous convient le mieux, ça devient intéressant. Parce que, à ce moment-là, notre double, qui est dans un espace-temps qui s'écoule plus lentement, il est lié aux lois qu'on pourrait appeler spirituelles et pas matérielles. Donc les lois spirituelles sont souvent associées à des temps lents, qui s'écoulent lentement. Or les lois spirituelles, bah, vous savez, c'est vie, vérité, amour, âme, entendement, principe. Enfin, on pourra les définir dans l'atelier. Et les lois spirituelles ne sont pas les lois matérielles. Donc, effectivement, j'ai eu un parcours universitaire, mais je suis pas un docteur de la loi spirituelle. Je l'ai découvert progressivement. Et donc, c'est toujours difficile pour des gens qui ont fait un long parcours de se dire qu'ils sont docteurs de la loi matérielle, mais pas de la loi spirituelle. La loi spirituelle, elle a des règles, des principes qui sont parfois différents de la loi matérielle et souvent différents de la loi matérielle. Ce qui fait que nous oscillons entre un être incarné qui est soumis à la loi matérielle, qu'on appelle parfois la loi générale, et donc, bah, vous connaissez, hein, vous rentrez dans un poteau, bah, il y a un choc, voilà. La loi matérielle, vous vous rendez pas compte, mais vous avez été formaté par tout un ensemble de scientifiques qui ont cru décrire le monde tel qu'il était, mais ils l'ont décrit du point de vue de la matière. Ils l'ont pas décrit du point de vue de l'information spirituelle, de l'immatériel. D'ailleurs, en physique, on voit bien, si vous voulez décrire un objet matériel, vous allez utiliser la mécanique céleste qui va décrire comment les planètes tournent autour du Soleil, la mécanique du point, si vous avez un point matériel, etc. Il y a différentes formes de mécanique. Mais si vous voulez décrire un rayon lumineux, comment il se propage, comment il interagit avec la matière, bah, c'est l'optique. Vous voyez bien qu'à un moment donné, vous pouvez pas expliquer avec les lois matérielles, la mécanique, comment un rayon lumineux se propage, et vice versa. C'est pas les lois de l'optique qui vont vous expliquer comment une planète fonctionne. Et pourtant, nous avons un paradoxe, c'est-à-dire nous avons simultanément accès à la loi matérielle et à la loi spirituelle. Ce qui fait que l'être humain, il est parfois dans la loi spirituelle, parfois dans la loi matérielle. Il est en tension permanente entre les deux. Alors, suivant les traditions, on a dit que l'homme matériel, c'était l'homme mortel avec ses peurs, ses formatages, et puis sa dimension spirituelle l'amène à être un être éternel. Et il y a même un troisième être, c'est la tension, le doute, qui amène chaque individu à osciller entre l'être mortel et l'être immortel, entre la loi matérielle et la loi immatérielle. Donc ça fait penser à la phrase de Pascal, l'homme est un mal-être intermédiaire, par sa bassesse il est presque une bête, ou un matériel, par sa finesse il est presque un ange. Il oscille en permanence entre les deux. Alors on ne peut pas
Oui, comment arriver à être en lien, c'est un vrai problème logique, avec ces dimensions supérieures. Si vous êtes incarné, ben, il vous fallait un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est la dimension vibratoire. Voilà. Et c'est cette dimension qui nous a été donnée d'être à la fois incarné et avoir une partie non incarnée. Et cette partie non incarnée vous met en relation avec les dimensions supérieures. Et je vais introduire une deuxième propriété quantique, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Alors, quand vous avez deux particules matérielles qui obéissent bien à la loi matérielle, bah, si ces deux particules interagissent selon les lois de la gravitation, bah, quand vous allez les éloigner, plus vous allez étendre la distance et plus l'intensité avec laquelle les particules vont interagir va diminuer. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de physique, ça varie selon l'inverse du carré de la distance. Donc si vous êtes à 2 mètres et vous éloignez les particules à 4 mètres, c'est divisé par 4. 2 mètres, 1 mètre, c'est une intensité. 2 mètres, c'est divisé par 4, puisqu'on multiplie la distance par elle-même. 4 mètres par 16, etc. 10 mètres, 100, etc. Mais en physique quantique, même si vous éloignez des particules à des distances phénoménales, elles vont interagir comme si elles étaient proches. Donc on parle de non-séparabilité, comme si on avait enlevé la distance. Mais il existe également une intrication temporelle. Et ça devient très troublant à ce moment-là, parce que dans l'intrication temporelle, notre présent peut interagir avec un passé, ou notre présent peut interagir avec un futur peut interagir avec un présent. On peut très bien envisager qu'un futur précède un présent. À ce moment-là, on fait complètement éclater la droite du temps, où, selon l'éducation qu'on a tous reçue, c'est une droite, on a spatialisé le temps, on a mis une flèche au bout, ça s'écoule avec une vitesse uniforme. La branche qui va du passé au présent sur ma droite, elle est définie une fois pour toutes, on ne peut pas la modifier, et puis celle qui va du présent au futur, elle est aléatoire, indéterminée. La droite qui sous-tend la physique quantique, elle est aussi indéterminée dans la branche qui va du passé au présent que dans celle qui va du présent au futur. C'est des points d'interrogation. Et le présent peut changer le passé. Alors, évidemment, c'est un peu confrontant pour des êtres soumis à la loi matérielle. Comment un présent peut changer le passé? Quand vous avez fait des choix, il y avait plein de choix possibles, mais vous en avez choisi un. Mais est-ce que les choix qui n'ont pas été concrétisés ont disparu? Chaque choix non réalisé est porteur d'un développement temporel. Vous êtes d'accord? C'est porteur d'un développement temporel. Donc effectivement, le travail d'une thérapie, quand on fait un travail de thérapie, on travaille au présent pour changer parfois la potentialité passée et amener un autre futur. On sait très bien que si vous avez une cristallisation d'un type de passé, un traumatisme, ça va complètement empoisonner votre vie. Donc ça change complètement. On pourrait définir la maladie comme une adaptation entre votre passé et votre futur. C'est une adaptation temporelle. Alors, évidemment, c'est un atout de taille parce que dans les lois divines, qui sont différentes des lois matérielles, le futur, il est souvent choisi en harmonie avec ce qui était prévu pour la Terre. Et donc, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au Forum économique mondial, notamment notre batracien intergalactique, Klaus Schwab, ce qu'on veut, c'est nous couper du passé. C'est une guerre des temps. On veut nous imposer un futur qui n'était pas prévu sur la Terre, le transhumanisme, etc. Et vous voyez bien que si on regarde avec un premier regard, on dit bon, c'est une guerre
de civilisation, une guerre économique, voilà. Mais si on va plus loin, c'est une guerre spirituelle, et si on va encore plus loin, c'est une guerre entre le passé et le futur. Il y a des peuples qui veulent continuer à vivre comme vivaient leurs ancêtres, c'est les peuples traditionnels, voilà. Et puis il y a des endroits de la planète soumis à l'occidentalisme, terme qui est dû à Alexandre Zinoviev, un logicien russe dissident du régime de l'ex-URSS, qui, eux, veulent nous imposer un futur complètement coupé du passé de la Terre. Et donc, on voit bien qu'entre les sociétés traditionnelles ou les civilisations traditionnelles et l'Occident, il y a ce qu'on appelle un attracteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un attracteur? C'est issu de la théorie du chaos. Quand vous avez beaucoup d'atomes ou de molécules qui ont chacun une trajectoire, à court terme, ça paraît chaotique. Et puis, quand on laisse le système tourner sur une longue période, là, il y a un attracteur qui apparaît. C'est-à-dire que l'ensemble des trajectoires convergent vers un point d'attracteur. Alors, par exemple, un attracteur que vous connaissez tous, c'est l'équilibre. C'est un attracteur. Mais vous avez l'attracteur de Lorentz en météorologie, vous voyez, qui ressemble à des ailes de papillon, ce qui a donné le joli proverbe « Un battement d'ailes à Aubonne peut provoquer un ouragan à Chicago ». Parce que c'est des phénomènes amplifiés, ce qu'on appelle des phénomènes non linéaires. Si je fais une pression sur cette surface, généralement, la surface va me répondre avec la même intensité que je fais la pression. Mais imaginez qu'elle me réponde avec 100 fois l'intensité avec laquelle j'ai fait une action. La rétroaction serait amplifiée. Et donc, ce qui paraît insignifiant peut complètement provoquer, du fait de ces phénomènes non linéaires, un chaos. Et puis, vous en avez d'autres, toriques, étranges, etc. Donc, quel intérêt on a à contacter son double? Bah déjà, c'est acquérir une certaine tranquillité, parce qu'effectivement, il y a une protection. Voilà, vous avez un ange protecteur, si je puis dire, mais c'est vous votre propre ange. Et puis vous pouvez plus vous dévaloriser, parce que si vous vous dévalorisez, vous dévalorisez votre double, et si vous dévalorisez votre double, vous dévalorisez d'une certaine façon le divin. Donc c'est sacrément prétentieux, si je puis dire. Voilà. Alors, autre avantage, c'est que effectivement, ça donne un peu une cohérence entre deux mondes qui paraissent incompatibles, comme la rencontre du chaud et du froid, le monde de la science rationnelle et puis le monde spirituel. Je pense qu'on est arrivé à un moment donné, d'ailleurs le grand public le sent bien, que les deux voies convergent. Alors, la spiritualité n'aura pas le même objectif que la science, mais la logique on trouve dans la science peut rejoindre la logique qu'on trouve dans la spiritualité. Et c'est ce qui m'a beaucoup surpris au départ, parce que j'étais soumis moi aussi à l'occidentalisme, c'est que les peuples premiers n'ont pas des équations, mais ils ont une logique qui rejoint parfois des modèles sophistiqués en cosmologie. C'est une autre façon de comprendre l'univers, avec des mots, avec des rituels, avec des symboles, etc., etc. L'Occident n'a pas la primauté de décrire le fonctionnement de l'univers. Et donc, dans ces sociétés traditionnelles, la notion de double, où chaque objet, on pourrait le dire très simplement, chaque objet inerte ou vivant, existe simultanément dans le monde de l'incarnation, l'espace-temps qui autorise cette incarnation, soumis à la loi générale, et chaque objet inerte ou vivant existera également simultanément dans un autre espace-temps, soumis à la loi divine, avec un temps à écoulement différent, décéléré. Et à ce moment-là, cet autre espace-temps, c'est là où se trouvent les potentialités passées ou futures. Et nous, on ne peut dire que je suis. Et notre double, lui, il va trier les futurs potentiels quand on sait l'utiliser. Donc à ce moment-là, au lieu de subir notre futur, on pourrait très bien envisager un futur dirigé sur l'harmonie. Parce que ce qui est bien fait, c'est que votre double, il va pas vous trahir. Il peut pas proposer, en termes de sélection, des futurs qui sont pas adaptés à la vie terrestre. Donc il n'y a pas le risque d'avoir des dérapages comme on en a eu avec ces think tanks qui nous proposent des choses complètement délirantes, d'ailleurs, qui sont l'expression de leur propre intérêt.
On voit bien que derrière, il y a une volonté d'asservir l'humanité. Et nous couper de notre double, c'est couper de notre humaine nature. Nous avons cette nature double, comme un atome a une double nature. Il a une nature matérielle et une nature vibratoire. Il a une nature, l'homme a une nature incarnée, une nature non incarnée. Et donc cette nature non incarnée, quand on sait l'utiliser, la comprendre, bah, nous permet d'avoir accès à des dimensions supérieures et surtout d'aider à l'harmonie de la planète, puisque finalement j'appelle ça de l'égoïsme altruiste. En étant en recherche de son bien-être et de l'harmonie personnelle, on aide à l'équilibre de la planète, ce que j'appelle de l'égoïsme altruiste. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Plus vous allez être bien dans votre vie, plus vous allez rayonner, plus vous allez contribuer à l'équilibre de la planète. Voilà. C'est la révolution du bien-être, c'est tout. Hein. La révolution du bien-être. C'est uniquement ça. Alors qui essaye d'incarner le plus possible ce monde archétypal? Bah, c'est l'artiste. L'artiste, il essaye d'être dans le prototype. L'artisan, il est dans le type. Vous voyez, c'est une petite dégradation. On sent bien qu'entre l'artisan et l'artiste, il y a une petite différence. Un artisan peut être un artiste, mais il a moins d'exigences que l'artiste qui va peut-être faire une pièce unique. Et puis après, vous avez le monde industriel qui est dans le stéréotype. Puis au bout de la chaîne, vous avez le pauvre type qui croit acheter un prototype, évidemment vendu par un sale type. Donc c'est une déclinaison prototype, type, stéréotype, voilà, et sale type. Alors, bah, ça a toujours été comme ça. Si vous regardez pourquoi les anciennes civilisations se seraient trompées. Est-ce que vous considérez qu'on est plus intelligent que Platon, Aristote ou les gens qui nous ont précédés? Non. Donc ils se seraient tous trompés. Vous voyez, je veux dire, l'Occident aurait le privilège du bien pensé. Alors plutôt que balayer cet aspect-là, il faudrait au contraire essayer de comprendre comment ça s'est développé. Et vous voyez, si je reprends la formule de départ qu'on trouve dans le livre des morts égyptiens, le début de la vie fait l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés équilibrés l'un par rapport à l'autre. Le 1 donne 2. Et donc vous retrouvez dans l'évangile de Thomas, du temps où vous étiez 1, vous avez fait le 2. Alors étant 2, que ferez-vous? Et quant à Pythagore, il disait, le commencement est la moitié d'un tout. Alors si le commencement est la moitié d'un tout, on est dans la moitié de quelque chose. Voilà. Et cette autre moitié, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, j'ai une interprétation qui m'est personnelle, c'est notre double. Et d'une certaine façon, vous voyez, de plus en plus, on popularise ces univers parallèles qui sont loin d'être une tentative science-fictionnesque, c'est très rigoureux. C'est-à-dire, je vais essayer de vous le faire comprendre. Le problème fondamental de la physique quantique, un des problèmes, c'est la mesure. Avant que vous de faire une mesure, les particules peuvent être simultanément au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ils sont aux 4 points cardinaux. Mais quand on fait une mesure, on va peut-être connecter la solution nord. Et donc, la question qui se pose, que sont devenues les solutions est, ouest et sud? Donc, il y a l'interprétation orthodoxe, comme on dit, de Copenhague, due à Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique, qui dit les autres points cardinaux ont disparu, est, ouest et est. Et puis, il y a d'autres physiciens comme Wheeler, Hugh Everett, pour ne citer que deux, qui eux disent, non, si dans notre univers nous avons mesuré la solution nord, dans un autre univers parallèle, le même expérimentateur a pu mesurer la solution sud, puis dans un autre univers parallèle aux deux autres, il a mesuré la solution est, et c'est très rigoureux, mathématiquement, c'est pas un tour de passe-passe, c'est pas du new ageisme, etc. Donc, vous comprenez que peut-être
que grâce à notre double, il y a d'autres univers où, au lieu d'avoir un monde en guerre, à feu et à sang, comme on dit, soumis au shakespearianisme, un monde de bruit et de fureur, eh ben on a des univers plus harmonieux. Et c'est ce que nous disent d'une certaine façon les chamans, les bons chamans. C'est ce que disait Gréséor, j'ai vu le monde derrière le monde. Ça veut dire quoi? Il a vu le monde derrière le monde. Donc on dit que le réel est voilé. Ce qu'avaient très bien compris les impressionnistes, parce qu'ils ont Claude Monet, impression du soleil levant, ils ont vu qu'avec le soleil, l'objet prenait une forme comme si le but, c'est de retrouver l'objet derrière le rayon lumineux. Et donc, il existe d'autres dimensions qui ne sont pas vérifiables ici, voilà, mais qui existent avant la mesure. Donc, mesurer, c'est perturber. Donc, vivre, c'est perturber. Et donc, le problème de vivre, c'est quelle potentialité je vais choisir. Voilà. Et on peut donner cette nouvelle définition du temps, au lieu d'envisager quelque chose qui s'écoule sans qu'on sache trop à quoi ça correspond, cette espèce de prison à roulettes, on voit dire que le temps, c'est une mécanique à transformer une temporalité potentielle en présent. Donc, on parlait de constellation familiale. Vous avez des gens qui peuvent être embêtés par la vie d'un de leurs aïeux sans qu'ils sachent vraiment qui il était. Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont connectés par intrication au passé de cette personne, ils l'ont ramené dans leur vie et ils ont payé les conséquences. On peut très bien envisager également que des gens aillent chercher un autre futur avant que le présent donne un futur, c'est-à-dire le futur préexiste avant le présent. D'où la notion de prophétie autoréalisée, parce qu'ils ont très bien compris que si on nous téléguidait à aller chercher tel ou tel futur, bah, on allait faire venir ce futur, alors qu'au départ, ce que nous montre la physique quantique, c'est que le futur est multiple. Ça dépend quel observateur et quel futur vous allez choisir. Donc évidemment, si on se regroupe en voulant des choses relativement simples, parce que je pense que tout le monde ici veut vivre en paix, en harmonie, on n'a pas envie de faire la guerre à son voisin, on a envie de continuer à vivre comme vivaient nos parents, en gardant notre humanité avec un progrès raisonnable. On n'a pas envie de tout ce qui nous est imposé, parce que le transhumanisme, le plus sage, voilà, l'immortalité promise, etc. C'est une façon de vous couper de votre double, vous comprenez? Le grand danger, c'est la spiritualité vis-à-vis du monde capitaliste. Il a anéanti l'écologie, l'environnement, il lui reste à anéantir la spiritualité. Et parmi les éléments de la spiritualité, il y a cette notion de double. Parce qu'effectivement, il échappe à la loi matérielle. Donc vous comprenez que si on vous coupe de votre double, ben on vous met pieds et mains liés à la loi matérielle. Il n'y a plus de loi spirituelle. Voilà. Alors, pour illustrer ça, le poète Rainer Maria Rilke, je fais tomber quelque chose, voilà, disait le futur s'infiltre en nous afin de s'y transformer longtemps avant son arrivée. Jolie formule, c'est-à-dire que le futur a déjà envahi notre esprit, s'est préparé une place avant son arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est un peu le but du cinéma, c'est de vous mettre dans une salle obscure, donc vous êtes dans un état de conscience modifié, hein, un peu comme en transe. Les premiers théoriciens du cinéma l'ont bien compris. Et puis on vous présente sur un écran avec des gens de grande taille, un scénario, et on vous glisse à l'intérieur de ce film un certain nombre de futurs qu'on voudrait vous voir actualiser. Donc Hollywood, c'est pas simplement une entreprise de divertissement, c'est une entreprise qui investit votre cerveau et qui oriente considérablement. Si vous regardez Netflix maintenant qui a pris le relais d'Hollywood, c'est encore mieux parce que la télé, elle est chez vous. Aller au cinéma, faut quand même se déplacer, payer une place. Là, vous payez un abonnement et vous pouvez avoir tous les jours un futur qui vient s'infiltrer en vous afin de s'y préparer une place, comme le dit très joliment Rainer Maria Rilke. Donc, voilà, tout ça, si vous voulez, bah, c'est un peu une tabula rasa, puisque les fondements
on est dans l'ère de la révélation et de la vérité. Les fondements de l'Occident sont basés sur un temps qui est spatialisé et unidirectionnel et qui s'écoule à vitesse régulière. La physique théorique commence à renoncer à ça. Bon, donc les conséquences, c'est qu'en physique, on peut pas avoir un espace indépendamment d'un temps. Donc l'espace-temps dans lequel vous vivez, on vous a fait croire qu'il était continu au niveau de l'écoulement et même au niveau de l'espace. Et ça, on commence à y renoncer. Donc à partir de là, le contenant est faux et le contenu, qu'est-ce que c'est qu'un rayon lumineux? C'est peut-être un rayon temporel. Vous voyez, on est en train de vivre une espèce d'écroulement de la vérité produite par les hommes et peut-être même de notre conception de l'univers. Et c'est ça qui est intéressant pour le grand public en physique quantique, c'est pas tellement de faire des calculs, etc. Ça, c'est affaire de professionnels, mais c'est de nous offrir une autre logique, c'est une autre proposition. Et si le monde, au lieu d'obéir uniquement à la loi matérielle basée sur la physique classique, il obéissait à autre chose. Vous voyez, vous avez un psychologue cognitiviste qui s'appelle Donald D. Hoffman, pardon, qui lui dit, finalement, l'élément premier de l'univers, c'est la conscience. Et avant qu'il y ait le Big Bang, qui va créer, c'est un mythe, l'espace-temps, qui va faire émerger les particules élémentaires, et puis le premier atome, l'atome d'hydrogène, et puis ça va créer des étoiles, des planètes, etc. Il dit, l'élément premier, irréductible, c'est la conscience. Ce qui fait qu'on rejoint toutes les approches type Teilhard de Chardin, où il y aurait dans chaque élément vivant ou inerte une conscience minimaliste différente de nous. Complètement différent. On envisage une conscience extérieure à nous. Et d'une certaine façon, notre double est une conscience extérieure à nous, qui est liée à nous. Vous voyez, c'est une sorte de partenaire d'autres nous-mêmes qui vit différemment. Et c'est pas comme les temps s'écoulent différemment, c'est comme si on avait à la fois un vieux sage et nous sommes un adolescent intrépide. Donc si l'adolescent intrépide revient connecté à son double qui est son sage, ça peut complètement changer sa vision des choses et la vision du monde. Donc voilà, l'Occident est en train de voir ses valeurs fondamentales s'écrouler. On n'a jamais été en démocratie, on est en république. C'est un système romain. Démocratos, le pouvoir du peuple, non. Res publica, la chose régulière. Démocratie représentative, on voit bien les limites que ça a donné. Mais il faut aller au-delà. Il ne s'agit pas de faire simplement craquer un régime politique, c'est faire une révolution métaphysique. Et à partir du moment où on commence à révolutionner le temps, c'est la plus grande des prisons humaines, on ouvre un potentiel absolument incroyable. Vous avez par exemple Bernardo Castruc qui travaille beaucoup sur le fait qu'il y ait une conscience extérieure. À un moment donné, je continue à collaborer avec Jean-Jacques Charbonnier, médecin réanimateur anesthésiste, qui envisage la conscience analytique cognitive et une conscience intuitive extraneuronale. Et Bernardo Castruc montre qu'il y a une conscience à l'extérieur de nous et que chacun est comme un petit vortex qui va capter des informations de cette conscience extérieure. Et ça permet de comprendre aussi que une seule chose, un atome, il est vide pratiquement à 99, et derrière la virgule, vous avez 6 ou 7 9. J'ai bien dit, Donc, vous voyez, quand les gens se réclament du matérialisme, ils se réclament des 0, et après la virgule, il y a 6 ou 7 0 et 1. Donc, c'est vide à 99 9 999 999%. Et c'est plein de quoi? C'est plein de ce qu'on appelait autrefois de substances informationnelles, on pourrait dire de semences divines. Donc, dans chacun de vos atomes, vous avez l'esprit du divin. Ça, on vous l'apprendra pas à l'université. Parce qu'il y a une guerre entre la spiritualité et la science. Alors, c'est assez amusant parce que vous connaissez les guerres qu'ont pu connaître certains scientifiques, Galilée, qui a dû faire face à l'Inquisition, voilà.
Mais la science, qui est devenue la religion de la fin des temps, est elle-même une science qui est devenue inquisitrice, qui propose ce qu'il faut penser, nous dit il faut bien penser, pas penser à ça, etc. Donc, il me semble que la spiritualité et l'aide que peuvent nous apporter nos doubles, le mien, le vôtre, etc., peut aider. C'est un principe de résistance spirituelle. Bien sûr qu'il faut faire des choses au niveau matériel, mais il faut faire aussi des choses au niveau spirituel. Et si l'espace spirituel est la vraie cause de ce que nous vivons ici, comment changer avec efficacité si nous n'agissons que sur la partie matérielle? Merci.